Bienvenue dans Reporter. Cette semaine, nous partons à New York, le temple de la bourse, pour voir à quoi ressemble la ville plus d'un an après la crise. Il y a quelques jours, le Dow Jones, l'indice vedette des marchés, dépassait les 10 000 points, du jamais vu depuis plus d'un an, et l'effondrement de la banque Lehman Brothers. Récemment, Ben Bernanke, le tout-puissant patron de la Fed, la réserve fédérale américaine, annonçait la fin de la récession. Mais derrière cette euphorie, il y a la réalité des chiffres. En 12 mois, plus de 300 000 New-Yorkais ont perdu leur emploi. Une de nos équipes est partie à la rencontre de ces habitants pour qui la machine à dollars s'est cassée. Ils sont agents immobiliers, chauffeurs de taxi, vendeurs de vélos ou encore analystes financiers. Certains n'ont plus de travail, mais la crise leur donne aussi, vous allez le voir, de nouvelles perspectives dans une ville qui fait toujours rêver. Regardez le reportage de Cyril Vanier avec Willy Braciano. New York, les gratte-ciel de Manhattan, des néons à perte de vue, des centaines de banques et les célèbres taxis jaunes. La capitale mondiale de la finance est toujours en ébullition, toujours aussi attractive. En apparence, un an après la crise, rien n'a changé. New York, la ville qui ne s'arrête jamais. 24 heures sur 24, on peut gagner beaucoup d'argent si on ne compte pas ses heures. C'est ce que pense Lionel, il est chauffeur de taxi. Cet Haïtien est arrivé il y a 42 ans à New York. Lionel se souvient encore de cette époque florissante. En 1967, quand je suis arrivé ici, la vie était formidable. Maintenant, on sent la différence, car il y avait des offres d'emploi affichées partout. Ça voulait dire que partout, on recherchait du monde pour travailler. Aujourd'hui, plus une seule pancarte. La crise est passée par là. Et la crise, Lionel la vit au quotidien. Il est au volant de son taxi depuis l'aube. À 13 h, il n'a conduit que 11 clients. Tu vois ces lumières allumées sur le toit du taxi? Quand tu vois ça, c'est que le taxi est vide. On n'a plus de clients. Dans 1h30, c'est la fin de sa journée et le client se fait rare. Il y a un an, Lionel gagnait en moyenne 100 à 110 $ par jour. Aujourd'hui, c'est entre 70 et 80. La machine à dollars est cassée. Regarde, à cause de la récession, il y a plein de gens qui ne prennent plus le taxi. Comment ça? Comment ça? Parce qu'ils n'ont plus de boulot. S'ils n'ont plus de boulot, comment tu veux qu'ils prennent un taxi? Moins de travail. À New York, tout le monde a vécu l'effondrement de la bourse. Au bout de la presqu'île de Manhattan, Wall Street. La salle des marchés, le cœur de la finance mondiale. C'est sur ces écrans que ces traders ont assisté en direct à la naissance de la plus grande crise financière depuis 1929. Là, je regarde les chiffres. Tu vois ça, sur les écrans? Ça y est, ça monte. Avant, les chiffres étaient nuls. Ça fait 30 ans qu'Alan Valdez se fait un paquet de dollars en vendant des actions. Mais l'année 2008 a été la pire de sa carrière. À toi de jouer, Dan. C'est bon, vas-y, ça enregistre, Alan. C'était Merrill Lynch, Dan. Merci. Depuis quelques mois, les traders ont retrouvé le sourire. Les indicateurs sont à la hausse, leur business reprend. Mais pour Alan, ça ne veut pas dire pour autant que la crise est finie. Vous entendez toutes ces histoires que tout va bien, que nous sommes tirés d'affaire, mais au bout du compte, il n'y a qu'un seul chiffre qui compte, c'est celui du chômage. Et même s'il augmente lentement, il n'empêche qu'il continue de grimper. C'est ça le problème. Personne ne croit que cette récession est terminée. Pourtant, vous avez entendu notre président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, dire que la récession est finie. C'est d'un point de vue technique. Mais pour le citoyen moyen, ici dans la rue, ce n'est pas fini. Direction le Queens, de l'autre côté de la rivière. On est toujours à New York, mais cette fois dans les quartiers populaires. C'est ici qu'est installée depuis 1898 la plus vieille fabrique de vélos des États-Unis. On y retrouve Wayne, patron de père en fils. Wayne vend des vélos aux professionnels. Ses clients sont aussi bien des marchands de hot-dogs que la compagnie Boeing. Il a fait son meilleur chiffre d'affaires juste avant la crise, et un an après, ses commandes ont chuté de 25%. C'est l'effet domino. Comme l'économie a pris un coup de froid, nous n'avons pas eu autant de commandes que d'habitude de la part des grosses entreprises.
Elles fermaient des usines, licenciaient les gens, donc bien sûr, elles n'avaient plus besoin de nos vélos. Ce qu'on a fait pour contrer ça, c'est qu'on a trouvé de nouveaux marchés pour nos produits. Mais tout cela a un coût. Il a dû se séparer de 9 salariés en 1 an. Les autres, ils ont eu de la chance. Ces ouvriers ont juste vu leurs heures diminuer. C'est le cas de Ravinda qui, depuis 6 ans, travaille 51 heures par semaine. C'était la première fois que je travaillais seulement 35 heures par semaine. Ça m'était jamais arrivé avant, je travaillais toujours plus que ça. Maintenant, je suis content que les choses redémarrent un petit peu. Je suis revenu à mes 40 heures de boulot. Ma famille apprécie et je remercie Dieu pour ça. Depuis 6 mois, le petit business de Wen remonte la pente, mais lentement. Nous sommes maintenant à Brooklyn, un autre quartier de New York. Nous y retrouvons Amy. Cette maman a eu moins de chance. Depuis cet été, elle est au chômage. Amy travaillait dans la finance pour un sous-traitant d'une banque. Ils ont été les premiers touchés. Elle gagnait 80 000 $ par an. Amy vit seule avec sa fille. Elle est épaulée par son père. Mais en vraie New-Yorkaise, au jardin d'enfants du quartier, Amy a bien sûr un œil sur sa fille et un autre sur son prochain travail. Son projet est dans son ordinateur. Ça fait à peine 3 mois qu'elle n'a plus de boulot et elle veut déjà monter sa boîte. Des cours de secourisme à domicile. Et c'est ici qu'elle trouve ses idées. Ça faisait longtemps que je travaillais dans les services financiers, mais ce que je vais faire, ça me passionne vraiment. Et je pense qu'au final, ça fera de moi une meilleure mère. Vous voyez, si je fais quelque chose qui me plaît, je rentrerai à la maison heureuse et ma fille le verra. Pour Amy, c'est un autre rêve américain. Monter sa propre affaire et en vivre. Elle espère gagner 40 000 $ la première année. Oui, il y a des risques. C'est vrai que je pourrais toujours revenir à ce que je faisais avant et retrouver un job dans le secteur financier. Mais si vous ne prenez pas un peu de risque, vous n'obtenez rien. Je vais prendre ce risque et voir ce que ça donne. Je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Retour à Manhattan. S'il y a un secteur qui a souffert de cette crise à New York, c'est l'immobilier. Nous sommes dans l'une des rues les plus cotées de Harlem. Au nord de Central Park, c'était devenu un quartier à la mode. Depuis la crise, les logements ont du mal à se vendre, même cette maison typique new-yorkaise, particulièrement recherchée en temps normal. Si cette maison ne s'est pas vendue, si le prix demandé est historiquement bas, c'est uniquement parce que la confiance n'est pas là. Cette récession a fait peur aux gens, aux acheteurs. Depuis 24 ans que je suis dans l'immobilier, les gens n'ont jamais eu aussi peu confiance dans le marché. C'est la première fois depuis 1986 que Michel Maddy n'a rien vendu en 6 mois, alors qu'il est considéré comme l'un des 5 meilleurs vendeurs de New York. Et tous les quartiers sont touchés, même le locatif de luxe a été obligé de baisser ses prix. Nous sommes ici dans la partie la plus chère du Upper West Side de Manhattan. Michel Maddy nous emmène dans l'un des plus luxueux, l'un des plus chers immeubles de location de la ville. Un immeuble fréquenté par de nombreuses stars d'Hollywood. À 2 blocs de Central Park, cet appartement offre des prestations haut de gamme. Et pour le louer à nouveau, cet agent a dû casser les prix. Nous sommes 30% en dessous des tarifs que nous pratiquions il y a 6 mois. Alors qu'en avril, je louais encore cet appartement 23 000 $ par mois, maintenant je ne le loue plus qu'à 16 000 $ par mois. 7 000 $ en moins par mois, un manque à gagner considérable. Pour Michel Maddy, la reprise est impérative. La confiance va revenir. Les prix sont à un très bon niveau maintenant. Et bientôt, les gens recommenceront à acheter. Octobre, novembre, décembre, il y aura beaucoup d'activités. La vraie reprise, ce sera probablement entre février et avril de l'année prochaine. 2010, l'année de tous les espoirs pour les New-Yorkais. Amy? Pour Amy aussi. Nous la retrouvons à une remise de diplôme.
Comme tous ceux qui sont présents dans cette salle, elles souhaitent que l'économie reparte. Ils ont appris en 3 semaines à monter leur boîte. Ce programme a été lancé par la ville de New York en mars dernier. L'objectif, former 700 nouveaux entrepreneurs. À New York, pas question de rester trop longtemps sans travail. Souvenez-vous qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées pendant la dépression, pendant des périodes difficiles. Les gens voient qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Ils se disent « Qu'est-ce que je peux faire ?» Démarrer une entreprise, c'est déjà apporter une réponse. Là, c'est l'occasion de dire « Je peux apporter une solution ». C'est donc un nouveau départ pour ces hommes et ces femmes. Avant cette promotion, 255 autres New-Yorkais sont passés sur les bancs de cette école. Ces cours m'ont donné un vrai coup d'accélérateur. J'étais vraiment excitée pendant ces 3 semaines. Et là, je le suis encore plus. En même temps, je réalise que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Au terme de ce programme, une vingtaine d'élèves seulement monteront leur entreprise. Une goutte d'eau quand on sait que ces 12 derniers mois, plus de 300 000 New-Yorkais ont perdu leur emploi. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez revisionner ce reportage sur notre site internet france24.com. À bientôt pour un nouveau numéro de Reporter.